C'était difficile pour moi de choisir un thème de carte blanche, parce que peut-être que tu as compris en parlant, mais me donner 10 minutes pour parler de ce que je veux, j'ai choisi de parler un peu d'un truc qu'on considère comme un fléau, c'est écouter des choses qu'on ne comprend pas dans notre quotidien. Est-ce que c'est complètement inutile ou est-ce que c'est absolument indispensable? Et donc, voilà, dans notre métier, on assiste plein de fois à des exposés dans des séminaires et des conférences. Et donc, des exposés, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du monde de la recherche, c'est vraiment des exposés scientifiques, donc techniques, qui consistent à présenter en un peu moins d'une heure le travail d'une recherche de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et donc nous, en tant que chercheurs et chercheuses, quand on assiste à cet exposé, on est spécialiste dans notre propre branche. Donc il y a des résultats classiques et fondamentaux du domaine de l'exposé qu'on est en train de regarder qui peuvent nous être totalement inconnus. Et donc, il arrive, ou du moins il m'arrive au moins, d'être souvent totalement perdu dans les 10 premières minutes d'un exposé. Et sur une heure, c'est long d'être perdu pendant 10 minutes. Et donc, D'être il faut perdu se au mettre à la... bout de 10 minutes ou juste pendant Ouais, 10 minutes? au bout de 10 minutes. Non, ouais, t'as raison, au bout de 10 minutes. C'est ça le problème. Mais en fait, quand tu prépares un exposé, quand tu es à la place de celui qui fait l'exposé, bah, tu choisis en quelque sorte ce que j'appelle le ticket d'entrée de Mmh. l'exposé, ce que tu estimes être le niveau de connaissance nécessaire pour pouvoir te suivre. Et en plus, comme on est des matheux, souvent on va tout redéfinir. On va dire, bah, voilà, je vais vous parler de variété, une variété c'est Mmh. ça. Mais en fait, si tu es nouveau dans le domaine, ce bombardement de définitions, en fait, il est là que pour poser des notations. Ça te permettra pas d'assimiler toutes les choses dont on a besoin pour Mmh. l'exposer. Donc en fait, au bout de 10 minutes, tu es totalement largué. Et donc, quand j'ai préparé cette carte blanche, bah, tu m'as signalé qu'il y avait la carte blanche d'Hugo Mmh. Duminil-Copin. Du coup, je suis allée l'écouter avec attention. Et il parlait de la façon dont les exposés qu'il faisait au grand public avaient influencé sa façon de faire des exposés à ses Absolument. pairs. Donc, il donnait plein de conseils pour donner un bon exposé, conseils que je partage complètement en toute humilité. Et en fait, on pourrait faire preuve d'une grande mauvaise foi qui me caractérise et prétendre que si on est un peu perdu dans les exposés, c'est parce qu'en fait, les gens, ils font pas d'efforts, quoi. Les orateurs et oratrices, quand ils font des exposés de maths, ils s'en fichent d'être compris ou pas. Ils font juste un exposé et ils auraient dû écouter cette bonne carte blanche et ils ont qu'à s'entraîner à faire de meilleurs exposés. Mais en fait, même quand la personne fait tous les efforts du monde, qu'elle cherche à impliquer l'audience et tout, des fois, c'est tellement hors de Oui, portée de ce qu'on bien fait sûr. dans notre vie que c'est pas possible, quoi. Même les prérequis semblent hors de portée. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais discuter du comportement qu'on peut avoir face à ces moments où on a l'impression d'être la seule personne dans la pièce à ne pas comprendre ce qui se passe. J'aime bien les appeler les Mmh. grands moments de science-fiction. Et donc voilà, est-ce que écouter quelque chose attentivement, vraiment, qu'on ne comprend pas ou presque pas, est-ce que c'est totalement inutile ou est-ce que c'est absolument indispensable? Et donc, pour préparer cette carte blanche, j'ai discuté avec des gens autour de moi et la réaction a été la même. Ah ben ça, c'est clair que c'est notre quotidien. Donc déjà, ça me rassure, c'est pas que moi qui comprends rien. Et en fait, il y a ce premier gros problème qui est dans notre vie à tous, c'est qu'on court après le temps. Donc, une solution, c'est d'aller à l'exposé avec son PC portable. On écoute les 5-10 premières minutes. On voit, voilà, on trempe les orteils dans l'eau. On voit si on va réussir à comprendre. Et si ça marche pas, si on se dit, OK, j'y arrive pas, ben, on cède à la pression des mails. On fait les tâches administratives, machin, et tant pis. Voilà. On n'aura pas profité du temps de l'exposé, mais on n'aura pas totalement l'impression d'avoir perdu notre temps. Mais en fait, ça, c'est vraiment la solution de facilité. On n'a pas profité de tout le temps qu'a passé la personne qui fait l'exposé voilà, de profiter de ce temps qu'elle a consacré pour apprendre des nouvelles choses. Mais en fait, on se déculpabilise, on se dit qu'on a pu faire quelque chose de constructif. Parce que comme le temps nous manque, il faut faire quelque chose de constructif avec des effets visibles et immédiats. Faire baisser le nombre de mails non lus, par exemple. Voilà. Mais quelque chose qui est constructif par définition et qui a des effets absolument pas immédiats et ni trop visibles, c'est vraiment apprendre de nouvelles choses. Surtout à un niveau d'expertise de notre vie, mais je suis sûre que à n'importe quel niveau d'expertise, on a la même chose. Parce que la plupart du temps, ça demande de se familiariser avec de nouveaux Mmh. mots, une nouvelle langue, un jargon. Quand vous nous avez entendu parler pendant l'entretien, on a probablement utilisé plein de mots que vous connaissiez pas, ou pire, des mots que vous connaissez dans un Oui. autre contexte. Et voilà. Et donc,
Évidemment, on pourrait faire l'effort, quand on apprend une nouvelle langue, d'ouvrir un livre de référence et d'apprendre par nous-mêmes. En fait, c'est pas ce qu'on fait quand on apprend une nouvelle langue. La plupart du temps, on apprend beaucoup plus vite au contact d'un locuteur ou en écoutant des conversations ou un film dans cette langue. Et donc, au tout début, évidemment, on comprend pas grand-chose. On n'attrape que les mots simples, mais au fur et à mesure, on comprend d'autres mots par le contexte, les mots autour, les gestes qui vont avec. Et quand on retombe sur un mot qu'on connaît déjà, qu'on a déjà entendu, on ne cerne pas tout son sens, mais on l'a déjà entendu. On peut se rappeler du contexte précédent dans lequel on l'a vu, et on va profiter du contexte actuel pour essayer d'en intuiter son sens. C'est un truc qu'on fait dans une nouvelle langue, par exemple. Et si on continue à le rencontrer, ce mot, et qu'on sait toujours pas ce qu'il veut dire, il y a un moment où on va craquer, soit on va chercher, soit on va demander à quelqu'un autour de nous l'expliquer. Et en plus, tous les efforts qu'on aura dépensés pour apprendre ce mot fera qu'on l'oubliera probablement jamais. Exactement. C'est vachement pratique. Mais donc ça, on l'accepte volontiers dans une langue étrangère, parce qu'on sait qu'il y a une longue courbe d'apprentissage, on peut regarder des séries sur Netflix dans notre petit confort. Dans sa propre langue, c'est plus compliqué. Alors, je vais me permettre de filer une métaphore toute pourrie, mais j'ai vachement travaillé dessus, et donc ce serait bête. Voilà. Donc, imaginez que vous êtes dans un monde où les documentaires animaliers n'existent pas. Ils sont pas populaires, et les zoos, les parcs animaliers, ça n'existe pas du tout non plus. Vous êtes jamais allé dans un zoo, et en fait, il y a pas de chien autour de vous. Le seul chien qu'il y a autour de vous, c'est votre cousine éloignée qui a un Doberman. Ok, appelons-le Hercule, ce Doberman. Et là, vous vous retrouvez pris dans une conversation passionnée entre 2-3 personnes sur le rôle du dimorphisme saisonnier de l'espèce Vulpes lacopus dans sa survie à l'ère du changement climatique. Donc, même sentiment qu'en lisant mon intitulé de thèse, comme le jargon a ses limites, les individus, ils vont parfois parler de renard polaire. Le truc, c'est que vous avez jamais vu de renard et que le seul canidé que vous connaissez, c'est le Doberman de votre cousine éloignée que vous avez croisé il y a 5 ans. On peut pas plus loin du renard polaire. C'est un canidé, mais on peut pas plus loin. Donc, vous savez rien sur le renard polaire. Vous savez pas qu'il a ce fameux dimorphisme saisonnier, c'est-à-dire le fait de changer de couleur selon la saison. Et vous savez pas non plus qu'il a une belle queue touffue qui lui permet de se protéger des températures extrêmes. Ni non plus qu'il aboie pas, mais qu'il glapit. Mais pour les initiés, l'expression Vulpes lagopus, ça contient toutes ces informations. Et du coup, eux, ils peuvent parler de détails pointus sur ses habitudes alimentaires et reproductives. Et quand vous assistez à cette conversation, au début, vous comprenez rien, mais au fur et à mesure, vous allez vous faire une image mentale de cet animal, en vous aidant des petites propriétés que vous aurez glanées au fil des conversations. Vous allez peut-être comprendre au bout d'un moment qu'il change de couleur, ce renard, et que il aboie pas, qu'il fait un autre bruit. Vous allez comprendre au fur et à mesure ses attributs et vous allez vous faire une image mentale. Et un jour, le renard polaire, ce sera plus juste le cousin éloigné du Doberman que vous avez croisé il y a 5 ans. C'est vraiment un animal à part entière avec toutes ses propriétés. Ok, donc c'est vraiment ça. C'est l'idée de se dire, il y a quelque chose que je connais pas, qui a plein de propriétés. Les gens, ils savent ces propriétés. Ils ont un langage commun. Vous assistez à ça. Au début, vous allez rien comprendre. Mais au fur et à mesure, si vous les écoutez, vous allez pouvoir glaner des informations et vous approprier ça. Et moi, j'ai vécu typiquement ça. Mon renard polaire à moi, c'est la notion de suite exacte. J'ai commencé ma thèse. Je savais de très très loin ce qu'était une suite exacte. Alors que c'est très très simple, ça peut s'expliquer à un étudiant de licence. Donc bonjour le syndrome de l'imposteur. Et en plus, quand les gens parlent de suite exacte, elles peuvent être à droite, à gauche, courtes, longues. On a l'impression qu'elles ont plein de poils, elles aussi, plein de possibilités. Mais vraiment, moi, je les voyais utilisées dans des exposés et je comprenais rien. C'était vraiment horrible. Mais à force de les rencontrer et qu'on dise la suite exacte, elle est à droite, ça veut dire ça, à gauche, ça veut dire ça, et qu'on voit les gens les utiliser, on se dit c'est donc ça, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Et alors, quand j'ai discuté de cette carte blanche avec un de mes collègues, il m'a dit que il allait en conférence. Donc les conférences, c'est vraiment des exposés de 9h du matin à 6h du soir, avec un petit carnet. Et en fait, dans le carnet, il notait les notions qui revenaient souvent et qu'il connaissait pas. Et en fait, plus tard, ou le soir s'il avait du courage, il allait chercher au moins la définition. La définition, ça lui suffira pas à comprendre, mais ça fait une première couche.
Et c'est d'ailleurs un truc que j'avais fait moi au tout début de ma thèse. J'avais pris un carnet, un peu un répertoire de téléphone, et j'avais commencé à écrire les mots que je comprenais pas et à les chercher plus tard. Mais c'est un truc que j'ai J'ai fait ça abandonné pendant ma thèse faute de aussi. temps. J'ai fait ça pendant ma Voilà. thèse parce que c'est marrant ce que tu dis, ça résonne exactement. Je pense que c'était un des plus gros problèmes pendant ma thèse, c'est qu'il y avait tout un vocabulaire, mais de mots, pas des vrais mots mathématiques, des expressions pour caractériser Ouais. des situations. Et quand les gens disaient ah ouais ça, ouais. Et moi j'étais genre mais ça veut dire quoi ça? Et je pouvais pas, c'était pas un mot qu'on pouvait aller chercher dans un dictionnaire ou dans un Exactement. cours ou quoi. Et donc c'est vraiment exactement ça. Au bout d'un moment je les ai notés et j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. Comme tu dis, mais c'est marrant que tu formules, que tu articules ça, parce que je me rends compte que c'est un truc que j'ai fait naturellement pendant ma thèse, quoi. Ah ouais, mais je pense que c'est vraiment une façon d'apprendre et je me demande, moi, si c'est pas la seule qui marche véritablement, du moins, pour moi, c'est la seule. Et donc, en fait, si je dois conclure, je dirais que pour tout le monde, même ceux qui sont pas dans la recherche ou dans n'importe quel aspect de votre vie, ben, je vous invite à écouter activement des conversations, même si elles vous semblent inaccessibles. Bon, par exemple, ça peut être des débats politiques à table, votre mère qui parle avec une collègue d'un sujet ultra pointu de son boulot. Faut pas céder à la facilité de retourner sur son téléphone ou d'aller faire autre chose en disant de toute façon, moi, j'y comprends rien. Il faut essayer. Parce qu'en fait, si vous comprenez pas, ben, vous avez qu'à poser des questions. J'ai une très proche amie qui met souvent à la fin de ses présentations la phrase « Celui qui pose la question est un imbécile pendant 5 minutes, mais celui qui ne demande pas reste un imbécile pour toujours », qui est très sympa. Et je pense que c'est vraiment le résumé de ma carte blanche. Dans l'immense majorité des cas, si la personne, elle est vraiment passionnée en face, elle vous expliquera. Elle appréciera votre curiosité. Elle se fera un plaisir de vous expliquer. Ça ne veut pas dire que vous comprendrez tout ce qu'elle va vous expliquer du premier coup, mais c'est déjà un début. Et si la personne, elle veut pas vous expliquer, bah, changez de fréquentation. C'est pas grave. Ah, ouais, c'est vraiment super intéressant ce que tu présentes, ce que tu articules. Tu as mis des mots sur le vécu, mon vécu et le vécu de beaucoup de gens, j'imagine. C'est vraiment, c'est hyper intéressant ce que tu soulèves. En fait, la tradition orale est importante. Enfin, il y a vraiment, par exemple, des choses en maths qui sont écrites nulle part. Et en fait, c'est une espèce de tradition orale qui est véhiculée. Donc, on parle de maths parce que on sait de quoi on parle. Là, j'imagine que c'est présent partout. Il y a forcément des choses, je sais pas moi, dans l'artisanat, des choses qui sont expliquées dans aucun manuel et il faut que ce soit un maître artisan qui montre à un apprenti ce qu'il faut faire. Mais c'est un peu pareil, même en mathématiques, en fait. Ouais, mais alors c'est marrant que tu dises ça parce que je suis pas sûre que tout le monde serait d'accord avec ça. Il y a des gens qui diraient mais non, tout peut être défini quelque part, etc. Mais en fait, c'est pas juste des concepts. C'est plus que ça. Ouais, je pense. C'est pas juste évidemment que tu peux définir des choses, mais ça les rend pas sensibles, quoi. Ouais. Enfin... Ok, super. Et ben écoute, merci beaucoup. Super intéressant. Hein. Tu m'ouvres des pistes de réflexion et de relecture de ma propre expérience. Donc, carte blanche très intéressante. Merci beaucoup.